Son rêve de devenir quelqu'un la portait. C'est dans cet hôtel qu'elle rencontra Karim, un client différent des autres. Toujours poli, il lui souriait et la saluait par son prénom, ce qui était rare. Il n'était pas arrogant, malgré son costume élégant et son air assuré. Bienvenue dans les histoires de la Valdi. Tout a commencé dans un petit village reculé, où naître fille était encore, pour certains, une malédiction. Aïssatou est née un soir de pluie. Sa mère, épuisée par 6 grossesses précédentes, a à peine posé les yeux sur elle. Son père, frustré de ne pas avoir un autre garçon, l'a immédiatement rejetée. Dès ses premières heures, la vie d'Aïssatou semblait déjà écrite, elle ne compterait pas. L'enfance d'Aïssatou était marquée par l'absence de tendresse. Très tôt, elle a compris qu'elle ne recevrait ni câlin ni sourire. Dans sa maison, l'amour semblait réservé à ses frères. Eux avaient le droit de jouer, de rire, de manger les meilleurs morceaux du repas. Aïssatou, elle, recevait les restes, souvent froids, parfois juste assez pour ne pas avoir faim. À 7 ans, elle portait déjà des responsabilités d'adulte. Avant que le soleil ne se lève, elle se levait pour aller chercher de l'eau au puits, balayer la cour, laver les vêtements, et s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. La maison était petite, faite de briques de terre, avec un toit qui fuyait quand il pleuvait. Aïssatou dormait sur une natte fine, souvent réveillée par le froid ou les bruits des animaux dehors. Sa mère, débordée, ne lui parlait que pour donner des ordres, « Va plus vite, ne traîne pas ». Son père, lui, ne la regardait presque jamais. Quand il le faisait, c'était pour lui reprocher d'être là, d'être une fille. « Tu coûtes trop cher », disait-il parfois, comme si elle était un poids. À l'école du village, Aïssatou voyait un autre monde. Les autres enfants riaient, partageaient des histoires. Elle restait en retrait, consciente de ses vêtements rapiécés et de ses pieds nus. Elle n'avait pas de cartable, pas de stylo. Elle empruntait des bouts de papier et écrivait avec des crayons cassés. Pourtant, elle écoutait chaque mot du maître, buvant ses leçons comme une source d'eau fraîche. L'école était son refuge, même si elle n'y était pas toujours la bienvenue. Ses frères, plus âgés, la traitaient comme une servante. « Passe-moi l'eau, nettoie ça », disait-il sans un merci. Si elle se plaignait, il riait ou la bousculait. Aïssatou apprenait à se taire, à ravaler ses larmes. Elle comprenait que montrer sa douleur ne ferait que l'affaiblir. Mais dans son cœur, une petite flamme brûlait. Chaque corvée, chaque humiliation renforçait sa volonté de ne pas rester dans cette vie. Elle ne savait pas encore comment, mais elle sentait qu'il y avait autre chose, quelque part, pour elle. Cette enfance sans chaleur forgeait son courage, un courage qu'elle découvrirait plus tard, mais qui grandissait déjà en silence. Les journées d'Aïssatou étaient un enchaînement d'humiliations. Rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien. Si elle balayait la cour et qu'il restait un peu de poussière, sa mère la grondait et parfois la frappait avec un chiffon ou une brindille. Si elle renversait un seau d'eau par accident, son père criait « Tu ne sers à rien ». Ses pleurs ne changeaient rien. Au contraire, on la traitait de faible, de « petite fille fragile ». Elle apprenait à cacher ses émotions, à garder la tête basse. À l'école, c'était différent, mais pas toujours mieux. Sa famille refusait de lui acheter des cahiers ou des stylos, disant que c'était du gaspillage pour une fille. Aïssatou empruntait des bouts de papier aux camarades, parfois en échange de corvées comme nettoyer leurs affaires. Elle recopiait les leçons à la main, tard le soir, à la lueur d'une lampe à pétrole. Quand elle n'avait rien pour écrire, elle mémorisait tout, répétant les mots dans sa tête jusqu'à ce qu'ils s'impriment. Ses efforts étaient immenses, mais personne ne les voyait. Quand elle ramenait de bonnes notes, elle espérait un mot gentil, un regard fier. Mais rien. Sa mère haussait les épaules, son père l'ignorait. Ses frères, eux, se moquaient. « Tu crois que l'école va changer ta vie? Tu seras mariée avant d'avoir fini. » Leur rire lui faisait mal, mais elle ne répondait pas. Elle serrait les poings et continuait. À l'école, certains camarades se joignaient aux moqueries, la traitant de « mendiante » à cause de ses vêtements usés.
Elle se sentait seule, mais elle refusait d'abandonner. Les humiliations forgeaient son caractère. Chaque insulte, chaque coup, chaque regard méprisant était comme une pierre qu'on ajoutait à un mur autour de son cœur. Mais ce mur ne la brisait pas, il la rendait plus forte. Elle apprenait à se débrouiller seule, à trouver des solutions. Quand elle n'avait pas de crayon, elle utilisait un bout de charbon. Quand elle n'avait pas de livre, elle écoutait encore plus attentivement. Aïssatou transformait la douleur en détermination. Elle ne savait pas encore où cela la mènerait, mais elle savait une chose, elle ne voulait pas devenir comme ceux qui la rabaissaient. Elle voulait prouver, à elle-même d'abord, qu'elle valait plus que leurs mots cruels. À 13 ans, Aïssatou vivait toujours dans l'ombre, mais un événement allait tout changer. Son professeur de français, Monsieur Diallo, remarqua quelque chose d'exceptionnel. Chaque jour, elle recopiait des pages entières de leçons à la main, avec une écriture soignée, presque parfaite. Elle n'avait pas de cahier, pas de livre, mais ses notes étaient impeccables, comme un trésor qu'elle protégeait. Intrigué, il l'appela un jour après le cours. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-il, en pointant ses feuilles usées. Aïssatou baissa les yeux, hésitante, puis murmura « Parce que c'est ma seule chance de ne pas devenir comme eux. » Ces mots frappèrent Monsieur Diallo. Il vit en elle une détermination rare, une flamme que rien n'avait éteinte, malgré les épreuves. Il décida de l'aider. Il commença par lui offrir ses vieux livres de classe, des stylos usagés, et même un cahier neuf. Pour Aïssatou, c'était un trésor inestimable. Mais plus que des objets, Monsieur Diallo lui donna quelque chose de précieux, de l'espoir. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle. Il lui répétait « Tu es capable de grandes choses, Aïssatou. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ce moment fut un déclic. Aïssatou comprit que l'école n'était pas juste un refuge, mais une porte vers un autre avenir. Elle se mit à travailler encore plus dur. Elle lisait tout ce qu'elle pouvait, même les pages abîmées des livres qu'on lui donnait. Elle posait des questions en classe, même si certains riaient. Elle apprenait à ignorer les moqueries, à se concentrer sur son but. Chaque mot qu'elle écrivait, chaque leçon qu'elle mémorisait était un pas de plus vers sa liberté. Ce soutien changea tout. Monsieur Diallo ne se contentait pas de lui donner des outils, il lui apprenait à croire en sa valeur. Il lui racontait des histoires de femmes qui avaient réussi malgré tout, comme des modèles à suivre. Aïssatou buvait ses paroles. Elle se voyait différemment, elle n'était plus la fille rejetée, mais une jeune fille capable de tracer son propre chemin. Ce déclic n'était pas seulement dans sa tête, mais dans son cœur. Elle savait maintenant qu'elle ne se battrait pas seulement pour survivre, mais pour vivre, vraiment. Avec l'aide de son professeur, elle commençait à rêver d'un avenir où elle ne serait plus invisible. À 14 ans, Aïssatou brillait à l'école, mais cela ne plaisait pas à tout le monde. Quand son père découvrit qu'elle voulait continuer ses études après l'école primaire, il entra dans une colère noire. « Une fille à l'école ? Pourquoi faire ?» cria-t-il. Pour lui, son destin était clair, grandir, aider à la maison, puis se marier. L'éducation, c'était pour les garçons. Il interdit à Aïssatou de retourner en classe. Sa mère, silencieuse, ne le contredit pas. Ses frères riaient « Tu veux jouer à l'intelligente ? Tu vas voir !» Aïssatou sentit son monde s'effondrer. L'école était son seul espoir, sa porte de sortie. Mais elle refusa de se soumettre. Une nuit, après une dispute où son père menaça de la frapper, elle prit une décision radicale. Les larmes aux yeux, mais le cœur déterminé, elle s'enfuit de la maison. Elle courut jusqu'à la petite maison de Monsieur Diallo, son professeur. En la voyant, tremblante mais résolue, il comprit tout. Sans hésiter, il l'accueillit chez lui, lui offrant un coin pour dormir et de quoi manger. Monsieur Diallo ne s'arrêta pas là. Il savait qu'Aïssatou avait du potentiel. Il l'inscrivit à un concours d'excellence pour les élèves brillants, organisé dans la région. Il passa des soirées à l'aider à réviser, à perfectionner son français, ses mathématiques, et même à répondre avec assurance aux questions orales. Tout cela se faisait en secret,
car si sa famille l'apprenait, elle risquait d'être ramenée de force au village. Aïssatou travaillait avec acharnement, consciente que ce concours était une chance unique. Malgré la peur et la fatigue, elle ne baissa jamais les bras. Chaque page qu'elle tournait, chaque calcul qu'elle résolvait était un acte de rébellion contre ceux qui voulaient l'enfermer dans un rôle qu'elle refusait. Monsieur Diallo lui répétait « Tu n'as pas besoin de leur permission pour devenir qui tu veux ». Ces mots la portaient. Elle voyait dans ce concours une lumière au bout d'un tunnel sombre. Elle n'était plus la petite fille qui baissait les yeux, elle était devenue une jeune fille prête à se battre pour son avenir. Même si sa famille voulait l'arrêter, Aïssatou avançait, portée par sa détermination et le soutien d'un homme qui croyait en elle plus qu'elle n'osait y croire elle-même. À 17 ans, Aïssatou reçut une nouvelle qui changea sa vie, elle avait décroché une bourse pour étudier à l'université de Dakar. C'était le fruit de ses efforts acharnés et du soutien de Monsieur Diallo. Mais ce départ n'était pas simple. Le jour où elle quitta le village, elle n'avait qu'un sac plastique pour bagages, contenant quelques vêtements usés et ses précieux cahiers. Personne de sa famille ne vint lui dire au revoir. Sa mère resta silencieuse, son père l'ignora, et ses frères ricanèrent « Tu vas échouer et revenir mendier ». Leurs mots étaient durs, mais Aïssatou ne les écoutait plus. Elle partait avec quelque chose de plus fort, une soif de réussir et une dignité qu'il ne pouvait pas lui enlever. Le voyage jusqu'à Dakar fut long et épuisant. Dans le bus brinque-ballant, elle regardait par la fenêtre, laissant derrière elle le village où elle n'avait connu que rejet. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait la ville, mais elle n'avait pas peur. Chaque kilomètre qui l'éloignait de sa famille la rapprochait de sa liberté. À Dakar, tout était nouveau, les immeubles, les rues bruyantes, les gens pressés. Elle se sentait petite, mais déterminée. À l'université, elle découvrit un monde différent. Les autres étudiants avaient des sacs neufs, des téléphones, des vêtements à la mode. Aïssatou, avec ses habits simples, se sentait à part. Mais elle ne se laissa pas intimider. Elle suivait chaque cours avec attention, prenait des notes jusqu'à ce que ses mains soient douloureuses. Elle passait ses nuits à lire, à apprendre, à rattraper tout ce que son enfance lui avait refusé. Sa bourse couvrait à peine ses frais, alors elle travaillait le soir, nettoyant des bureaux ou aidant dans une petite boutique. Ce départ était une épreuve, mais aussi une renaissance. Aïssatou apprenait à se faire confiance. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de sa famille. Chaque pas qu'elle faisait à Dakar était une preuve qu'elle pouvait construire sa vie, loin des jugements et des limites qu'on avait voulu lui imposer. Elle portait en elle une force qu'elle découvrait peu à peu, celle de transformer la douleur en courage, et l'abandon en ambition. En quittant son village, elle n'avait pas seulement laissé une maison, elle avait laissé derrière elle une version d'elle-même qu'elle refusait d'être. À l'université de Dakar, Aïssatou travaillait sans relâche. Sa bourse ne couvrait pas tout, alors elle faisait des ménages dans un petit hôtel pour payer ses frais. Elle se levait tôt, suivait ses cours, étudiait tard, et nettoyait les chambres le soir. C'était épuisant, mais elle ne se plaignait jamais. Son rêve de devenir quelqu'un la portait. C'est dans cet hôtel qu'elle rencontra Karim, un client différent des autres. Toujours poli, il lui souriait et la saluait par son prénom, ce qui était rare. Il n'était pas arrogant, malgré son costume élégant et son air assuré. Karim venait souvent à l'hôtel pour des réunions. Il était le fondateur d'une start-up technologique en pleine croissance, mais il restait modeste. Un soir, alors qu'Aïssatou rangeait une salle, il engagea la conversation. « Tu es étudiante, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, remarquant un livre de mathématiques qui dépassait de son sac. Surprise, elle hocha la tête. Il lui posa des questions sur ses études, ses rêves. Pour la première fois, quelqu'un s'intéressait à elle sans la juger. Elle répondit timidement, mais avec sincérité. Leur discussion devint régulière. Après son service, Karim l'attendait parfois avec un thé, et il parlait. Il lui racontait son parcours, comment il avait bâti sa start-up malgré les doutes des autres. Aïssatou, elle, partageait ses souvenirs d'enfance, sa lutte pour étudier, sa volonté de changer sa vie. Karim ne voyait pas en elle une femme de ménage,
mais une jeune femme brillante, avec une détermination rare. Il admirait sa force, sa curiosité, et sa façon de ne jamais se plaindre. Un jour, il lui proposa quelque chose d'inattendu. « Veux-tu venir avec moi à une conférence tech ? Il y aura des gens inspirants, ça pourrait te plaire. » Aïssatou hésita. Elle n'avait pas de vêtements chics, pas d'expérience dans ce genre d'événement. Mais Karim insista, « Viens comme tu es. » Elle accepta, nerveuse mais curieuse. À la conférence, elle écouta, posa des questions, et découvrit un monde de possibilités. Karim la présentait avec respect, comme une amie, pas comme une employée. Cette rencontre n'était pas un hasard, elle était le début d'un lien fondé sur l'admiration mutuelle. Aïssatou, qui avait toujours été invisible, commençait à être vue, non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour qui elle était. La relation entre Aïssatou et Karim grandit doucement, portée par un respect profond. Karim ne voyait pas en elle une fille de ménage, mais une femme intelligente, honnête et pleine de rêves. Après leur première discussion à l'hôtel, ils continuèrent à se voir. Aïssatou terminait souvent son service tard, mais Karim l'attendait parfois dehors, avec un sourire discret. Ils parlaient de tout, de technologie, de livres, de la vie. Elle n'essayait jamais de l'impressionner, et c'était ce qui touchait Karim. Elle était vraie, sans artifice. Un soir, après une longue journée, il lui demanda « Pourquoi travailles-tu si dur ?» Aïssatou répondit simplement « Parce que je veux être libre ». Ces mots résonnèrent en lui. Lui aussi avait dû se battre pour construire sa start-up, contre les doutes et les obstacles. Il voyait en Aïssatou une force qu'il admirait, une résilience qu'il comprenait. Leurs conversations devinrent des moments précieux, où chacun partageait ses espoirs et ses combats. Quand Karim l'invita à la conférence tech, ce fut un tournant. Aïssatou y alla sans maquillage, avec une robe simple qu'elle avait cousue elle-même. Elle n'essayait pas de se faire remarquer, mais sa curiosité et ses questions pertinentes attiraient l'attention. Karim était impressionné. Il ne la présentait pas comme une étudiante ou une employée, mais comme une amie, une égale. Ce jour-là, il réalisa qu'il tombait amoureux. Pas de son apparence, mais de son esprit, de sa sincérité, de sa façon de transformer chaque épreuve en force. Leur relation n'était pas basée sur des cadeaux ou des promesses grandioses. Karim ne cherchait pas à sauver Aïssatou, il voulait marcher à ses côtés. Il l'encourageait à poursuivre ses études, lui prêtait des livres sur la programmation, l'écoutait quand elle doutait. Aïssatou, de son côté, admirait son humilité et sa passion. Elle n'avait jamais connu quelqu'un qui la regardait sans juger son passé ou sa situation. Avec lui, elle se sentait valorisée, non pas pour ce qu'elle pourrait devenir, mais pour ce qu'elle était déjà. Cette relation, fondée sur le respect et l'écoute, devint une force pour Aïssatou. Elle apprenait à s'ouvrir, à faire confiance. Avec Karim, elle découvrait qu'aimer, c'était être vu et accepté, sans condition. Ensemble, ils construisaient quelque chose de rare, une histoire où chacun rendait l'autre meilleur, simplement en croyant l'un en l'autre. Des années plus tard, Aïssatou avait transformé sa vie. Elle avait terminé ses études universitaires avec brio, devenant une femme éduquée et confiante. Avec Karim, elle s'était mariée, non pas dans le luxe, mais dans une cérémonie simple, entourée de ceux qui croyaient en eux. Ensemble, ils fondèrent une organisation pour aider les jeunes filles de milieux défavorisés à accéder à l'éducation. Aïssatou voulait offrir à d'autres ce qu'elle avait reçu, une chance de rêver. Un jour, elle décida de retourner dans son village natal. Une voiture de luxe s'arrêta devant la maison familiale, sous les regards curieux des voisins. Aïssatou descendit, élégante dans une robe sobre mais soignée, accompagnée de Karim. Sa famille, réunie dans la cour, resta bouche bée. Son père, ses frères, sa mère tous semblaient ne pas la reconnaître. Ils s'attendaient à la voir brisée, revenus supplier leur pardon. Mais elle était là, debout, fière, une femme accomplie. Elle les regarda calmement. Pas de colère, pas de reproche. Puis, elle parla, d'une voix douce mais ferme, « Je ne suis pas revenue pour vous humilier. Je suis venue vous pardonner. »
Sans vos coups, sans votre rejet, je n'aurais jamais appris à me relever. » Ces mots les laissèrent sans voix. Son père baissa les yeux, ses frères se turent. Il voyait maintenant ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Aïssatou n'était plus la petite fille invisible. Elle était une force, une inspiration. Cette revanche n'était pas faite de haine ou de vantardise. Aïssatou ne cherchait pas à prouver qu'elle valait mieux qu'eux. Elle voulait montrer qu'elle avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. Avec sa fondation, elle finançait des écoles, distribuait des livres, offrait des bourses. Elle donnait à d'autres filles l'espoir qu'elle avait dû trouver seule. Son village, autrefois un lieu de souffrance, devint un symbole de son triomphe. En rentrant à Dakar, Aïssatou se sentait légère. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance de sa famille. Elle avait construit sa propre famille, son propre monde, avec Karim et ceux qui partageaient ses valeurs. Sa revanche était douce, car elle venait du cœur. Elle prouvait que la vraie victoire n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait mal, mais de construire une vie qui leur montre qu'ils avaient tort, tout en leur offrant le pardon. L'histoire d'Aïssatou est bien plus qu'un parcours personnel, c'est une leçon universelle. Elle n'a jamais cherché à se venger par la haine ou à répondre aux humiliations par la colère. Au lieu de cela, elle a transformé chaque épreuve en une marche vers la liberté. Elle est devenue tout ce qu'on lui avait interdit d'être, éduquée, indépendante, aimée et respectée. Sa vie prouve une vérité simple mais puissante, ce n'est pas d'où l'on vient qui détermine notre valeur, mais ce que l'on fait de nos blessures. Aïssatou aurait pu se résigner, accepter le rôle qu'on voulait lui imposer. Mais elle a choisi de se battre, d'abord pour elle-même, puis pour les autres. Sa fondation, créée avec Karim, a changé la vie de milliers de filles. Elle leur donne des cahiers, des stylos, des bourses, mais surtout, elle leur montre qu'elles peuvent rêver. Dans les villages où les filles sont encore vues comme des fardeaux, Aïssatou envoie un message clair. Chaque enfant, fille ou garçon, mérite une chance de briller. Sa force venait de sa capacité à pardonner. En revenant dans son village, elle n'a pas cherché à humilier sa famille. Elle leur a offert le pardon, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'elle refusait de porter le poids de la rancune. Ce choix l'a libérée. Il lui a permis de construire une vie pleine de sens, entourée de gens qui l'aiment pour ce qu'elle est. Avec Karim, elle a trouvé un partenaire qui la respecte, un amour bâti sur l'égalité et la confiance. Aujourd'hui, Aïssatou inspire des milliers de jeunes filles. Elle parle dans des écoles, des conférences, racontant son histoire sans honte. Elle dit « Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous refuse. Votre valeur est en vous. Trouvez-la, et ne laissez personne vous la voler. » Ces mots résonnent, car ils viennent d'une femme qui a transformé la douleur en pouvoir. Sa leçon de vie est un rappel, les obstacles ne définissent pas notre destin. Ce sont nos choix, notre courage, et notre capacité à transformer l'adversité en force qui nous façonne. Aïssatou n'est pas seulement une survivante, elle est une lumière pour celles qui marchent dans l'ombre, leur montrant qu'avec de la détermination, tout est possible, même quand personne n'y croit. Lila n'était pas seulement étrange, elle était autre. Pourtant, elle continuait de s'occuper de lui avec une tendresse désarmante. Cette dualité le rendait fou. Était-elle un piège? Une malédiction? Ou simplement une femme différente? Nathan ne savait plus quoi penser, mais une chose était sûre, Lila n'était pas comme les autres, et cette vérité le rapprochait dangereusement du point de non-retour. La nuit du sacrifice était arrivée, froide et silencieuse, sous un ciel sans étoiles. Nathan avait tout préparé. Le parchemin indiquait un lieu précis, une clairière cachée au cœur d'une vieille forêt, où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. Il tenait le poignard de ses ancêtres, une lame gravée de symboles étranges, dont le métal semblait vibrer entre ses mains. Lila, confiante, le suivit sans poser de questions, sa robe blanche flottant dans l'obscurité comme un fantôme. Nathan était nerveux. Chaque pas dans la forêt amplifiait son angoisse. Les bruits des branches craquant sous ses pieds résonnaient comme des avertissements. Lila, elle, avançait avec une grâce irréelle, son visage calme,
presque serein. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, un cercle de pierres anciennes marquait l'endroit exact du rituel. Nathan sentit son cœur s'accélérer. Il alluma un feu au centre, comme le demandait le parchemin, et les flammes projetèrent des ombres dansantes sur les arbres. Il demanda à Lila de s'agenouiller au centre du cercle. Elle obéit, sans un mot, ses yeux fixés sur lui. Nathan tenta de se concentrer sur les mots du rituel, mais sa voix tremblait. La promesse de richesse, si claire dans son esprit des semaines auparavant, semblait maintenant floue, presque absurde. Il leva le poignard, ses mains moites glissant sur le manche. Il suffirait d'un geste. Un seul. La fortune serait à lui. Mais alors qu'il s'apprêtait à frapper, Lila posa doucement sa main sur la sienne. Sa peau était froide, mais son toucher était étrangement apaisant. « Tu n'as pas besoin de faire ça », murmura-t-elle. Sa voix résonnait, comme si elle venait de loin, d'un lieu au-delà du monde. Nathan sentit ses jambes trembler. Le poignard vacilla dans sa main. Les mots de Lila n'étaient pas une supplication, mais une affirmation, empreinte d'une autorité surnaturelle. Il la regarda dans les yeux. Pour la première fois, il y vit quelque chose d'infiniment triste, mais aussi puissant. Les flammes du feu semblaient danser dans ses pupilles, révélant une lueur qui n'appartenait pas à ce monde. « Pourquoi » balbutia Nathan, incapable de comprendre. Lila ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de sourire, un sourire qui semblait porter le poids de siècles de douleur. Le temps parut s'arrêter. La forêt devint silencieuse, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Nathan sentit une vague de chaleur l'envahir, contrastant avec le froid de la main de Lila. Était-ce un piège? Une illusion? Ou une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter? Le poignard pesait lourd dans sa main, mais son cœur, lui, était encore plus lourd. Lila ne bougeait pas, attendant, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. Nathan, déchiré, comprit que ce moment allait tout changer. Sous la lueur vacillante du feu, Nathan, pétrifié, fixait Lila. Le poignard tremblait dans sa main, mais il ne pouvait plus bouger. Sa voix, douce mais résonnante, avait brisé quelque chose en lui. « Pose la lame, Nathan », dit-elle calmement. Il obéit, presque malgré lui, laissant l'arme tomber dans l'herbe humide. Alors, Lila commença à parler, et chaque mot semblait ouvrir une porte sur un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Elle lui révéla qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Des années auparavant, bien avant la naissance de Nathan, elle avait été une jeune fille pleine de vie, amoureuse d'un homme du village. Cet homme, comme Nathan, avait été séduit par la promesse de richesse d'un rituel similaire. Aveuglé par l'avidité, il l'avait sacrifiée dans cette même clairière, sous ces mêmes arbres tordus. Son sang avait taché la terre, mais son âme, au lieu de trouver la paix, était restée prisonnière, errant dans un entre-deux. Lila expliqua qu'elle n'était pas revenue pour se venger. « La vengeance ne guérit pas », murmura-t-elle. Son but était autre, empêcher d'autres âmes de sombrer dans la même obscurité que celle qui l'avait tuée. Elle avait vu en Nathan cette même lueur d'avidité, mais aussi une étincelle de bonté, enfouie sous des années de désespoir. « Je t'ai choisi, Nathan, non pour te punir, mais pour te sauver. » Chaque mot le frappait comme une vague. Il revoyait les signes, son absence de reflet, ses pieds flottant au-dessus du sol, son regard qui semblait traverser l'âme. Lila n'était pas un fantôme vengeur, mais un esprit lié à ce monde par un amour plus grand que la mort. Elle avait accepté de jouer le rôle de l'épouse parfaite, non pour le tromper, mais pour lui montrer ce qu'il risquait de détruire. Nathan sentit des larmes couler sur ses joues. Il pensa à sa vie, à sa quête incessante de richesse, à la solitude qui l'avait poussé à ce rituel maudit. Lila, elle, n'avait jamais cherché à le juger. Elle l'avait aimé, malgré tout, pour lui offrir une chance de se racheter. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix brisée. Lila sourit, une lueur de compassion dans les yeux. « Parce que tu peux encore changer. » La clairière semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si les âmes des victimes passées les observaient.
Nathan comprit alors l'horreur de son acte. Il n'avait pas seulement failli tuer Lila, mais aussi sa propre humanité. Elle lui tendit la main, un geste simple mais chargé de sens. « Tu n'es pas obligé de suivre ce chemin, Nathan. Il y a une autre voie. » À cet instant, il sut qu'il devait faire un choix, non pour la richesse, mais pour son âme. Nathan était à genoux dans la clairière, le visage baigné de larmes. Les paroles de Lila résonnaient encore dans son esprit, comme un écho venu d'un autre monde. Il voyait maintenant l'ampleur de son erreur. Toute sa vie, il avait couru après des rêves de richesse, convaincu que leur comblerait le vide en lui. Mais face à Lila, face à cette âme pure qui avait souffert le même sort qu'il lui réservait, il se sentait nu, vulnérable, humain. Il repensa à chaque moment passé avec elle, ses sourires, ses gestes tendres, sa patience infinie. Lila n'avait jamais été une simple victime. Elle était une lumière, un guide, revenu pour lui montrer ce qu'il avait toujours ignoré, l'amour, la compassion, la vérité. Il revit son enfance difficile, les hivers froids où il manquait de tout, les promesses qu'il s'était faites de ne jamais vivre comme ses parents. Cette avidité l'avait aveuglé, mais Lila lui offrait une chance de se libérer. « Je ne veux pas être cet homme, murmura-t-il, la voix tremblante. Lila, toujours agenouillée face à lui, hocha la tête doucement. « Alors, ne le sois pas, répondit-elle. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids immense. Nathan sentit une bataille intérieure se calmer. La voix qui lui murmurait des promesses de richesse s'éteignait, remplacée par une chaleur nouvelle, venue de son cœur. Il regarda le poignard, abandonné dans l'herbe. Cet objet, autrefois symbole de pouvoir, n'était plus qu'un morceau de métal froid. Il comprit qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière, mais qu'il pouvait avancer différemment. Lila l'avait vu, non comme un monstre, mais comme un homme capable de changer. Cette foi en lui était un cadeau qu'il ne méritait pas, mais qu'il voulait honorer. Nathan tendit la main vers elle, hésitant. « Je veux être meilleur, dit-il. » Lila posa sa main sur la sienne, et pour la première fois, il ne sentit pas le froid, mais une douce chaleur. Ce contact semblait sceller une promesse, non pas avec un rituel maudit, mais avec lui-même. Il jura de ne plus jamais céder à l'avidité, de ne plus chercher à prendre ce qui ne lui appartenait pas. La clairière, autrefois oppressante, semblait s'apaiser. Les ombres des arbres s'adoucissaient, comme si la forêt elle-même reconnaissait son choix. Nathan se releva, le cœur lourd mais libéré. Lila lui sourit, et dans ce sourire, il vit une lueur d'espoir. Il n'était plus l'homme qui avait voulu la sacrifier. Il était quelqu'un de nouveau, prêt à affronter sa vie, non pas pour l'or, mais pour la paix qu'il venait de découvrir. Ce choix, il le savait, allait le suivre jusqu'à son dernier souffle. Dans la clairière, sous l'éclat mourant du feu, Lila tendit la main à Nathan. Ses yeux brillaient d'une lumière douce, presque maternelle. « Abandonne ton désir de richesse, dit-elle. Choisis la lumière. Choisis la vie. » Ces mots, simples mais profonds, touchèrent Nathan au plus profond de son âme. Il sentit une vague de honte, mais aussi d'espoir. Lila ne le jugeait pas. Elle lui offrait une chance de se pardonner lui-même. Il prit sa main, tremblant. Au moment où leurs doigts se touchèrent, une lumière éclatante jaillit, enveloppant la clairière d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement une lumière physique, mais une sensation, comme si son cœur, alourdi par des années de peur et d'avidité, s'allégeait soudain. Le poignard, gisant dans l'herbe, semblait insignifiant, un vestige d'un passé qu'il voulait oublier. Lila le regardait avec une tendresse infinie. « Le pardon commence avec toi, murmura-t-elle. » Nathan comprit alors que le rituel maudit n'était pas seulement une malédiction extérieure, mais une prison qu'il s'était construite. Chaque choix qu'il avait fait, chaque pensée d'envie, l'avait enchaîné. Lila, par son sacrifice et sa présence, lui montrait une autre voie, celle de l'amour et de la rédemption. Il tomba à nouveau à genoux, non pas de désespoir, mais de gratitude. « Je ne mérite pas ça, dit-il, les larmes coulant librement. » Lila s'agenouilla à son niveau,
posant une main sur sa joue. Personne ne mérite rien, Nathan. Mais tout le monde peut choisir. Ces mots le libérèrent. Il comprit qu'il n'était pas défini par ses erreurs, mais par ce qu'il choisissait de faire ensuite. La lumière autour d'eux s'intensifia, comme si la clairière elle-même approuvait ce moment. Nathan sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il pensa à sa vie, à ses rêves de richesse, à la solitude qui l'avait poussé à ce rituel. Tout cela semblait si loin maintenant. Lila lui avait montré que la vraie richesse n'était pas dans l'or, mais dans la capacité à aimer, à pardonner, à vivre avec intégrité. Le rituel maudit, qui avait autrefois emprisonné l'âme de Lila, était brisé. Nathan sentit une énergie quitter la clairière, comme si un poids ancien s'envolait. Il savait que ce moment marquait un tournant. Il ne serait plus jamais l'homme qu'il avait été. Lila, en lui offrant son pardon, lui avait aussi donné la force de se pardonner. Il se releva, le cœur léger. Lila lui sourit une dernière fois, une promesse silencieuse dans les yeux. « Vis, Nathan, dit-elle. » Et dans cet instant, il sut qu'il le ferait. Pas pour la gloire ou la fortune, mais pour honorer le cadeau qu'elle lui avait offert, une seconde chance, baignée dans la lumière du pardon. La clairière était baignée d'une lumière douce, comme si l'aube approchait, bien que la nuit soit encore profonde. Lila se tenait face à Nathan, son visage empreint d'une paix qu'il n'avait jamais vue. « Tu m'as libéré. Et je t'ai sauvé, » murmura-t-elle. Sa voix, légère comme un souffle, semblait se mêler au vent qui agitait les feuilles. Nathan sentit son cœur se serrer. Il savait que cet instant marquait la fin de leur histoire. Lila commença à s'estomper, son corps devenant translucide, comme une brume caressée par les premiers rayons du soleil. Ses yeux, toujours brillants, restaient fixés sur lui, pleins de tendresse et de soulagement. « Ne sois pas triste, dit-elle, devinant ses pensées. Je suis libre maintenant, grâce à toi. » Nathan voulut parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il tendit la main, comme pour la retenir, mais ses doigts ne rencontrèrent que l'air. Il repensa à tout ce qu'elle avait fait pour lui. Lila n'était pas seulement une âme errante, mais un miroir de ce qu'il aurait pu devenir sans elle. Elle avait vu en lui ce qu'il ignorait, une capacité à changer, à aimer, à se racheter. Chaque sourire, chaque geste, avait été une leçon. Et maintenant, elle partait, laissant derrière elle un vide, mais aussi une lumière nouvelle dans son cœur. « Pourquoi dois-tu partir ?» demanda-t-il enfin, la voix brisée. Lila sourit, un sourire qui semblait contenir toute la sagesse du monde. « Parce que ma tâche est terminée. Ton chemin, lui, commence à peine. » Elle s'approcha, et bien qu'elle ne le touchât pas, Nathan sentit une chaleur l'envelopper, comme une étreinte invisible. « Vis pour nous deux », ajouta-t-elle. La lumière autour d'elle s'intensifia, et son image devint floue. Nathan cligna des yeux, espérant la retenir un instant de plus. Mais elle disparaissait déjà, comme une étoile s'éteignant doucement. « Merci », murmura-t-il, un mot qui portait tout son amour, sa gratitude, sa douleur. Lila inclina la tête, comme pour accepter ce dernier cadeau. Puis, elle fut partie. La clairière redevint silencieuse, le feu s'éteignit, et la nuit sembla plus douce. Nathan resta là, seul, mais différent. Il sentit une force nouvelle en lui, une paix qu'il n'avait jamais connue. Lila lui avait offert plus qu'une seconde chance, elle lui avait donné un sens, une raison de vivre au-delà de lui-même. Il regarda le poignard abandonné dans l'herbe, puis tourna le dos à la clairière. Il savait qu'il ne reviendrait jamais. Lila était partie, mais son empreinte restait gravée en lui. Il marcha lentement vers le village, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il était prêt à honorer son sacrifice, à vivre une vie digne de l'amour qu'elle lui avait montré. De retour au village, Nathan n'était plus le même homme. La clairière, Lila, le rituel, tout cela avait transformé son cœur. Il décida de raconter son histoire aux villageois, espérant qu'ils comprendraient. Assis sur la place centrale, près du vieux puits, il parla de Lila, de son amour, de son pardon. Les mots coulaient avec sincérité, mais beaucoup rirent ou haussèrent les épaules.
Des contes de fées, disait-il. Seuls les anciens, avec leurs rides marquées par le temps, hochèrent la tête. Ils avaient entendu des légendes similaires, des histoires d'âmes errantes et de rituels maudits. Nathan ne se découragea pas. Il comprit que sa mission n'était pas de convaincre, mais de vivre différemment. Il abandonna sa quête de richesse, vendit ses maigres possessions et se consacra aux autres. Il devint un homme de service, un guérisseur pour les âmes autant que pour les corps. Lorsqu'un villageois tombait malade, Nathan était là, préparant des remèdes à base de plantes, écoutant leur peine avec patience. Il aidait à réparer les toits, à construire des ponts, à enseigner aux enfants les leçons de la vie. Les gens commencèrent à le voir autrement. Le jeune homme ambitieux et sombre avait disparu, remplacé par quelqu'un de doux, mais fort. Il parlait peu de lui, mais quand il le faisait, il mentionnait Lila, cette lumière qui l'avait sauvé. Certains, touchés par son histoire, se confiaient à lui. Il parlait de leurs propres tentations, de leur désir d'argent ou de pouvoir. Nathan écoutait, sans juger, et leur racontait comment il avait failli perdre son âme pour une promesse creuse. Il devint une sorte de guide spirituel, bien qu'il ne se considérât jamais ainsi. Les anciens du village, ceux qui croyaient en son histoire, lui demandaient conseil. Ils voyaient en lui une sagesse nouvelle, forgée dans la douleur et la rédemption. Nathan apprenait à vivre simplement, trouvant de la joie dans les petites choses, un sourire d'enfant, une récolte partagée, une nuit étoilée. Il n'avait plus besoin de richesse, car il avait découvert un trésor plus grand, la paix intérieure. Parfois, la nuit, il repensait à Lila. Il se demandait où elle était, si elle veillait sur lui. Il ne ressentait plus de tristesse, mais une gratitude infinie. Elle lui avait montré que la vie valait plus que l'or, que l'amour et le pardon étaient les vraies richesses. Nathan savait qu'il portait son héritage. Il vivait pour honorer sa mémoire, pour aider ceux qui, comme lui, avaient été tentés par les ténèbres. Sa maison, autrefois vide, était maintenant remplie de rires, de visites, d'histoires partagées. Nathan, jadis perdu, était devenu une lumière pour son village, un homme nouveau, façonné par l'amour d'une âme disparue. Nathan vécut de nombreuses années, jusqu'à un âge avancé, mais sa vie n'était plus mesurée par les biens qu'il possédait. Il était pauvre en argent, mais riche en cœur, en souvenirs, en leçons apprises. Chaque jour, il se réveillait avec un but, vivre pour les autres, comme Lila l'avait fait pour lui. Il n'oublia jamais la clairière, ni le moment où il avait choisi la lumière plutôt que l'obscurité. Cette décision avait façonné tout ce qu'il était devenu. Avant de mourir, Nathan voulut laisser une trace de ce qu'il avait appris. Il choisit une pierre lisse, près de l'endroit où Lila avait disparu, dans la forêt désormais paisible. Avec un outil simple, il grava un message, mot après mot, sous la lueur d'une lune pleine. N'attends pas la mort pour apprendre à aimer. N'attends pas de perdre pour comprendre ce que tu avais. Le vrai trésor, c'est l'âme que tu sauves, pas l'or que tu poursuis. Ces mots, il les avait portés en lui pendant des décennies, un rappel constant de la leçon de Lila. Les villageois découvrirent la pierre après sa mort. Certains y virent une simple épitaphe, mais pour d'autres, elle devint une source d'inspiration. Les enfants du village, devenus adultes, racontaient l'histoire de Nathan, l'homme qui avait changé grâce à un fantôme. Les anciens ajoutaient des détails, mêlant vérité et légende, mais le cœur du message restait intact, la vie est précieuse, et l'amour plus grand que tout. Nathan avait passé ses dernières années à enseigner cette vérité. Il parlait aux jeunes, leur disant que la richesse ne se trouve pas dans les coffres, mais dans les liens qu'on tisse, les mains qu'on tend, les cœurs qu'on apaise. Il leur racontait comment il avait failli tout perdre pour une illusion, et comment une âme perdue l'avait sauvé. Son histoire devint une fable dans le village, une leçon transmise de génération en génération. Même après sa mort, l'esprit de Nathan semblait vivre dans ce qu'il avait touché. Les villageois prenaient soin de la pierre, la nettoyant des feuilles et de la mousse. Elle devint un lieu de réflexion, où l'on venait méditer sur ses choix. Certains y voyaient Lila, d'autres Nathan, mais tous y trouvaient un écho de leur propre lutte. La leçon de Nathan était simple, mais universelle,
La vraie richesse est dans l'âme, dans la capacité à aimer et à se relever. Ainsi, l'héritage de Nathan et Lila perdura, non dans l'or, mais dans les cœurs. Leur histoire rappela à tous que la vie est un choix, et que le trésor le plus précieux est celui qu'on trouve en sauvant une âme, la sienne ou celle d'un autre. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.